Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Before eSport. Ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche pour parler d'eSport et de l'actualité d'eSport et puis de sujets, de focus. Cette fois-ci, on est sur un sujet beaucoup plus sérieux. On va parler chiffres, on va parler market, on va parler grand marché puisqu'on va parler du business de l'eSport. C'était pour moi un sujet qu'il fallait que l'on fasse. C'est obligatoire. Après, on va parler des jeux, on va parler un petit peu de comment on monnaie tout ça, comment on paye tous ces gens qui travaillent dedans. Avec moi bien sûr, toujours Titour qui est avec moi. Bonjour à tous, bonjour Cyril. Ça va ? Bonjour tout le monde. Ça va très bien, très content d'être là effectivement. Bien. Et puis bien sûr deux chroniqueurs et on a Grégoire maintenant qui commence à devenir un habitué. Un habitué depuis 3 semaines maintenant. Depuis 3 semaines tu viens finalement et puis un grand retour aussi. Ouais, c'est ça. Un grand retour, c'est de Flo. Enfin, je peux on est venir. content de te retrouver. Non mais Grégoire il m'a remplacé au pied levé quand j'avais pas pu venir et tout. Chapeau. C'est vrai. Il a remplacé. C'était très bien. Il a remplacé le monsieur Grognon, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, il amène moins le côté gronchon, mais il était très bien. On va revenir ça. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler business sans avoir un invité qui est dans le milieu déjà depuis presque 10 ans et qui a levé plusieurs millions dans plusieurs boîtes dans l'e-sport. Il s'agit de Sébastien Lévesque, alias Kiri, dans le milieu. Écoute, bonjour à tous et donc merci de m'avoir invité. Je suis ravi du coup de passer cette émission et ces 3 quarts d'heure avec vous. En tout cas, on a hâte d'avoir aussi ton expertise sur ce qui va être dit, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout à fait. On aura peut-être assez de 45 minutes pour tout dire. Ça va être court. Voilà, on va essayer de faire au maximum. Avant de commencer, on va parler des news, de quelques petites news. Donc c'est Grégoire, tu commences avec petite news sur la finale de l'Open Tour qui s'est déroulée hier en région parisienne et dans laquelle s'affrontaient 2 équipes, donc Vitality Academy, la réserve de la structure Vitality bien connue de la scène League of Legends, la scène pro de League of Legends, et Gamers Origin, une rencontre qui avait un peu des allures de Goliath, de David contre Goliath, tant la différence sur le papier était grande en fait entre la réserve de pro et une équipe qui sortait tout de même d'une saison exemplaire. Gamers Origin, ils ont gagné la Gamers Assembly, le SWCMS et d'autres tournois. Ça s'est soldé comme attendu par une victoire 3 manches à 1 en faveur de la réserve de Vitality, qui va faire oublier la désillusion de l'équipe pro aux Worlds de cette année. Voilà. Désillusion quand même, ils sont arrivés loin. Oui, mais c'est compliqué. Vitality, ça a toujours été dans LoL en tout cas, ça a toujours été aléatoire. Voilà. Mais en tout cas, une belle performance de Vitality ils ont perdu la première manche. Et ils se sont ressaisis, il n'y avait pas photo sur les 3 suivantes. On précise que c'est la première fois qu'il y a une compétition e-sport à Disneyland, quand même. Exact, ouais, c'était une première, c'était la première saison de l'Open Tour en même temps, et la dernière, vu que c'est fini, et excite l'Open Tour. Ouais, c'était stylé la finale à Disney. Ouais. Moi j'ai vu les images, les retransmissions, c'était cool. En même temps, on a ça à côté, donc autant s'en servir. Effectivement, en plus, ça a effectivement une aura internationale, donc autant l'utiliser. Voilà. Et tu avais une autre petite news Mercato ? Ouais, alors petite info du jour, c'est le départ de Soaz, le double finaliste. Donc le français, Paul Soaz-Boyer, qui quitte Fnatic après cette saison dans cette équipe. Il prend pas sa retraite. Non, il prend pas sa retraite, contrairement à ce qu'on avait annoncé en plateau il y a 3 semaines, effectivement. Il part pour Misfits, qui, pour rappel, avait perdu 4 de ses joueurs clés au début du mercato, et il évoluera désormais aux côtés d'une autre pépite française, donc c'est Hansama Adekari. Voilà, on lui souhaite le meilleur. Et en attendant, Fnatic toujours dans le flou pour son recrutement, puisqu'ils perdent leur top laner, leur mid laner et leur encadrement avec Young Buck. Voilà. Ce qui est quand même étonnant pour une équipe qui est arrivée en finale de perdre autant de joueurs. Ça dépend, qu'à part cas, Soaz, peut-être qu'il a fait le tour. Il était venu pour Fnatic après une finale perdue contre Fnatic. Donc là, symboliquement, il perd une finale avec Fnatic. Il est vieux quand même, il est là depuis le tout début. Donc il a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Le plus étonnant, c'était pour Caps, le mid laner, qui est toujours annoncé du côté de G2.
qui eux-mêmes avaient un Perkz en mid lane et qui a fait des Worlds impressionnants. Donc on comprend pas très bien cet échange, enfin ces transferts. Mais sinon, voilà. D'accord. Peut-être des envies d'ailleurs pour certains joueurs. Sans doute. Et du coup, on se retrouve avec donc un Misfits qui se retrouve avec les deux meilleurs joueurs, en tout cas français, que l'on peut imaginer. Ouais. Meilleur, c'est selon. C'est selon, parce qu'il y a aussi Cabochard. Voilà. Cabochard. Mais en tout cas, deux très très bons joueurs et deux excellentes recrues qui devraient permettre de construire une équipe qui tiendra la route l'année prochaine et sur laquelle il faudra compter dans la course au titre, en Europe en tout cas. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci pour ces petites news, Grégoire. Bon, on va vite passer sur les news et on va juste avoir une toute petite fun fact que je vous ai concoctée. À moins que tu avais une petite news. Excuse-moi, j'étais pas certain. On m'avait dit fais une news, j'ai fait une news. Tu fais une news, ok. Écoute, alors ta news concerne MotoGP. Exactement. C'est ton domaine. MotoGP, on le savait pas. Enfin, moi je le savais, mais peu de gens le savent. Mais MotoGP, il y a une scène e-sport depuis 3 ans. Et l'italien Trastevere 73, je sais pas comment on le dit en italien, 73, mais voilà, Trastevere 73. Non, on va éviter. Donc il conserve sa couronne après une course de folie avec son rival El Ghost 555, des pseudos bien comme il faut. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'italien a dominé la compétition de la tête et des épaules tout au long du game. Il a toujours été premier, s'est qualifié en pole position. Il a fait toute la course en tête, jamais personne n'a pu le rattraper, donc c'était une victoire parfaitement méritée. Et pour ceux que ça intéresse, allez revoir, il y a les replays là sur Twitch et c'est vraiment super cool à mater. Parce que comme j'en avais déjà parlé ici, les trucs de F1, les trucs de MotoGP, c'est cool aussi à mater. Comme en vrai, Comme en vrai, si vous aimez la moto, vous allez kiffer. C'est vrai qu'en plus là pour le coup, on commence à plus du tout avoir de différence entre le vrai et le virtuel sur de la moto. Encore un petit peu, mais ça s'y rapproche. Ça s'y rapproche. Effectivement, très bien. Merci. J'étais pas sûr que tu aies pu avoir la news. On me dit fais une news, je fais une news. Ah ok, très bien, parfait. Très bien. Du coup, concernant la petite fun fact, je reprends mon petit chiffre parce que j'avais des notes. Est-ce que vous connaissez, et ça je crois que Kiri connaît déjà la petite fun fact, vous savez qu'il y a eu les Worlds. Oui. Vous savez qu'il y a eu la finale en Corée. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que vous connaissez le chiffre du nombre de viewers qu'il y a eu en Chine? Juste en Chine. Ouais, juste en Chine. C'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. Juste en Chine. Sur le nombre de viewers qu'il y a pu avoir durant cette finale. En cumulé surtout pendant la finale. Pendant la finale. On en avait parlé en plus. On avait parlé. 1 million. Non, je dirais allez, 450 millions. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait 700 millions de téléspectateurs, de viewers au total, donc je sais pas. T'es dans les ordres de grandeur quand même. Du coup, c'est. Ça reste la Chine quand même pour un seul pays, quoi. Bon, allez, 300 millions alors. On n'est pas à 300 millions, mais on est quand même à 202 millions j'étais pas trop loin. Téléspectateurs qui ont regardé la finale en même temps, juste en Chine. 800 millions au total, les chiffres sont sortis aussi, t'as vu? 800 millions. Alors après, ça c'est visiteurs uniques, mais en total. Mais juste sur le monde entier, je veux dire. 800 millions. Avec des pics à 800 millions? Ouais. Ah d'accord. Alors tu vois, je connaissais même pas ce chiffre-là. Il est sorti là. Mais bon, 800 millions avec 200 millions juste en Chine, c'est quand même assez phénoménal. C'est difficile de passer à côté de tel chiffre et un peu vertigineux quand même, mine de rien. Juste un ordre d'idée pour replacer par rapport au sport normal, une finale de Coupe du Monde de foot, ça fait 1,5 milliard de téléspectateurs. Donc là, c'est la moitié en fait. Les LOL, on est à la moitié d'une finale de Coupe du Monde de football, quoi. Et l'e-sport a juste quelques années. Voilà, c'est ça. C'est assez phénoménal. Bon écoutez, ça prouve encore que cette émission a de quoi encore a tout à fait on a de quoi parler. Voilà, d'accord. Je perds mes mots en plus de ça. Nous allons quand même faire une toute petite pause musicale avant de passer sur le gros sujet qui est celle du business de l'e-sport. Je vous laisse découvrir. Et on se retrouve sur le Before eSport. Donc on vient d'écouter un remix synthwave du main theme de PUBG. Donc j'espère que vous avez apprécié la musique. C'était chouette. C'était assez sympa. On avait écouté un remix trap, c'était moins ouf. C'était moins bien. Sans juger, voilà. Et donc c'était super chouette. On dirait années 80. Ça me rappelait des souvenirs. Ah bah c'est ça, c'est le principe de la synthwave. Si vous aimez, vous aurez le lien de la musique dans le post du replay. Et tout de suite, on va attaquer le gros du sujet.
sujet. Donc on va commencer par parler des sources de revenus de l'e-sport. Et donc cette semaine c'est un petit peu particulier, on fera pas de focus, on va plutôt faire un débat ouvert parce que c'est comme il y a beaucoup de choses à dire. Il va falloir que tout le monde puisse intervenir en même temps. Et du coup on va commencer avec les sources de revenus dans l'e-sport. Qui investit dans l'e-sport et dans quelle proportion? Donc qui sont les principaux investisseurs au niveau des tournois et des événements? En fait surtout l'objectif était de savoir comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans l'e-sport, de quelle partie, de quel endroit vient cet argent. Il y en a plusieurs. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'ai fait ma petite recherche, tu vois, pour un peu savoir justement d'où venait l'argent dans l'e-sport là. Très bien, l'enquêteur. Donc voilà, j'ai sorti ma loupe, tu vois, sorti ma pipe, et puis je suis allé enquêter un petit peu. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2016, mi-2017, l'argent venait beaucoup des boîtes qui avaient déjà des investissements dans le jeu vidéo, alors soit même des boîtes de jeux vidéo même, ou alors des web TV, ou alors des compagnies tierces mais qui investissaient beaucoup dans le jeu vidéo ou dans les choses comme ça. Et depuis mi-2017 et début de cette année, on voit un gros changement, c'est qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui investissent dans l'e-sport, que ce soit dans des structures, dans des tournois, dans des promoteurs, dans les gens qui organisent les tournois, donc des fonds d'investissement, je sais pas, comme Colony Capital, enfin des genres de choses là, qui investissent dans l'e-sport comme elles investiraient dans n'importe quel autre domaine pour placer de l'argent. Et donc les fonds d'investissement, leur business model c'est juste j'investis et après je récupère mes billes et j'essaye de me faire de l'argent. Donc ça veut déjà dire que tu me dis si je me trompe, mais déjà c'est rentré, c'est déjà que ça devient de plus en plus mainstream l'e-sport, et là il y a des grands businessmen qui commencent à se dire ah oui, on va pouvoir faire du pognon avec l'e-sport. Oui, alors du coup effectivement quand tu regardes de quelle manière dans l'e-sport on peut gagner de l'argent, tu as trois manières de gagner de l'argent comme dans tout secteur. La première du coup elle est des investissements capitalistiques, donc des grands groupes, des grands noms comme tu le dis, qui mettent des capitaux dans des sociétés de manière à aider à développer. Il y a des sociétés qui, Twitch par exemple, on va prendre cette société qui a été rachetée en 2014 1 milliard par Amazon, j'ai arrondi, n'est pas encore un modèle de rentabilité, donc c'est qu'on se finance par le capital. C'est l'investisseur met de l'argent et avec l'argent qui est mis, on finance la croissance de l'activité en perdant de l'argent tous les mois et en perdant chaque mois de moins en moins. Et effectivement, du coup, tu as une accélération du marché depuis quelques mois, quelques années. Alors bien aidé par les éditeurs, la première chose quand même à comprendre quand on travaille sur le secteur et qu'on veut aller sur le secteur, c'est qu'on ne possède pas la propriété intellectuelle, c'est l'éditeur qui la possède. Et donc du coup, c'est l'éditeur qui a le droit de vie ou de mort sur son marché. Et donc en ce sens, aidé par les gros groupes, je vais prendre Overwatch League, du coup Blizzard, qui dit regardez, il faut faire quelque chose, et aidé par la génération de valeur qu'on a sur le marché. Je vous prends un autre exemple franco-français en septembre 2017, du coup, quand on avait la finale du Summer Split des LCS à l'Accor Hotel Arena qui remplit 11 000 personnes. Le deuxième jour, 7 000 le premier, c'est quelque chose qui génère de la valeur, qui est palpable. Et ça, pour ça, tu as un trait du coup pour les capitaux, pour aller sur cette nouvelle tendance et ce nouveau secteur pour toucher les jeunes. Les deux autres sources de revenus, et je pense qu'on en parlera plus tard dans ce débat, vont être l'activité dite B2B, business to business classique des marques, donc des marques qui investissent pour diverses raisons. Et la troisième activité, c'est l'activité qu'on parle dans le jargon B2C, donc jusqu'au consommateur, et qui est là du coup en direct avec l'audience. La chose la plus simple pour l'illustrer, c'est l'abonnement Twitch ou le Tips sur Twitch. Et justement, par rapport aux sources par rapport à justement ces investisseurs qui mettent de l'argent dans l'e-sport, est-ce qu'il n'y a pas cette peur de dire que la propriété intellectuelle, contrairement au football ou à l'athlétisme, qui n'appartient à personne, là, que le fait qu'il appartienne à un éditeur, ils n'ont pas peur que justement l'argent qu'ils donnent à une équipe, ils pourraient la perdre à tout moment parce que l'éditeur a envie de le reprendre? Ouais, alors attends, juste pour revenir sur ce que tu as dit, les sports, ils appartiennent toujours à quelqu'un. Le foot, c'est la FIFA ou c'est par exemple le championnat de France. Fédération. Oui, mais les droits et l'utilisation de pouvoir utiliser ce sport pour le retransmettre, c'est la FIFA, il faut le payer. C'est la même chose dans l'e-sport. Alors ce que veut dire Cyril, c'est qu'effectivement, par exemple, là où si on prend l'exemple concret aujourd'hui, ça a un impact concret. C'est aujourd'hui l'e-sport s'est débattu au sein du CIO pour en faire une discipline olympique ou non. Et un des gros obstacles, c'est que le jeu reste à la propriété de l'éditeur et donc une propriété privée. Donc c'est compliqué d'en faire une discipline olympique, tout à fait. Ce qui mettrait à partir d'une entreprise privée. Mais
Oui, Grégoire. Tu voulais nous dire quelque chose du coup? Pour réagir sur la question de la propriété, c'est effectivement une grosse différence par rapport aux jeux d'antan, de la génération de jeux précédente, qu'on voit notamment dans un changement subtil au sein des conditions d'utilisation qu'on accepte sans les lire, généralement lorsqu'on veut jouer à League of Legends ou d'autres jeux services. C'est que le jeu reste une propriété de l'éditeur, mis à disposition par l'éditeur auprès du joueur ou par le studio auprès du joueur, et donc en fait l'application aujourd'hui elle est sans risque parce que ça permet juste légalement que le studio puisse en permanence améliorer son jeu et donc apporter des modifications. Alors bien sûr si on veut aller jusqu'au bout, ça veut dire que le studio peut radicalement changer le jeu, le contenu même du jeu, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais en termes d'application concrète ce serait juste des modifications, des mises à jour d'équilibrage, et ça se limite à améliorer en permanence l'expérience du joueur. Kerry, tu voulais rajouter quelque chose? Par rapport à cette inquiétude d'investissement vis-à-vis de la propriété intellectuelle. Donc c'est un fait, l'éditeur possède son jeu. Deuxièmement, comme tu le disais, du coup, depuis 2 ans, on a une accélération du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles propriétés intellectuelles qui apparaissent. Vous avez débattu dans l'actualité de Vitality, de Fnatic, etc. Ce sont des marques, ce sont des propriétés intellectuelles qui deviennent fortes, qui attrayent en fait. Donc aller investir dans Fnatic, dans Vitality ou dans d'autres équipes. Et on a vu le marché américain très agressif ces dernières semaines. C'est une génération de valeur. Ensuite, quand on dit du coup d'un point de vue business que le propriétaire du jeu vidéo, du coup c'est la marque, c'est l'éditeur du coup derrière, faut pas oublier que par-dessus il y a quelque chose, une entité du coup un peu suprême, c'est le consommateur derrière, c'est le fait que les gens jouent, c'est le fait que les gens fréquentent, et on l'a vu notamment dans les débats. Alors évidemment ça fait toujours débat, mais il y a donc la BlizzCon qui était présente dernièrement, je sors un petit peu de l'e-sport, c'est un peu plus du gaming, mais il y a eu tout le débat sur Diablo Immortal parce que une des stratégies business de Blizzard c'est d'aller sur le mobile, et ils annoncent Diablo sur Immortal avec la continuité du lore, donc de l'environnement pour ceux qui ne sont pas dans le jargon technique, l'histoire du jeu, et ça fait un tollé parce que c'est sur mobile, et du coup Blizzard écoute parce que du coup l'audience dit il se passe quelque chose. Donc oui, effectivement d'un point de vue business il y a l'éditeur possède la propriété intellectuelle, mais il y a un contrepoids qui est présent, qui est l'audience. Si personne joue, effectivement ça sert à rien de faire ce que tu veux avec ton jeu. Après ton exemple de Diablo il est un peu e-sport quand même, parce qu'ils veulent aller sur l'e-sport justement avec Diablo Immortal, sur l'e-sport mobile. Je serais ravi de voir ça. Sur après, mobile ça se fait, mais ça va tomber parce que le jeune nécromancien que je suis, que je joue à Diablo sur Switch en ce moment, hâte de voir ça. Et juste une petite fun fact sortie de nulle part, vous savez que le trailer de Diablo Immortal c'est la vidéo la plus dislikée de toute l'histoire de YouTube. L'histoire de YouTube. Justin Bieber. Voilà. Et ils l'ont même enlevé pour la remettre parce qu'il y avait trop de dislikes, et c'est redevenu la vidéo la plus dislikée de toute l'histoire de YouTube. Les gars ils ont fait des groupes Facebook. C'est quand même dur comme anecdote quand tu sais que Blizzard est connu, et une de ses vitrines c'est notamment ces vidéos qui appellent à faire des films, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Pour revenir sur la composition, en gros le spectre du marché de l'e-sport à l'heure actuelle, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce qui en fait un peu la spécificité, c'est qu'à l'origine l'e-sport c'était vu comme un phénomène de société réservé aux hardcore gamers, et qu'en fait maintenant ça s'élargit au grand public. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à l'origine les structures comme Vitality, Fnatic ou encore Team Liquid, qui sont des structures pures issues de ce domaine et qui évoluent que dans ce domaine, se retrouvent avec des marques, des investisseurs comme par exemple Renault qui va créer une équipe de Rocket League chez Vitality, comme M6 qui va investir le milieu, enfin voilà. Donc se retrouve avec d'autres investisseurs qui sont hors de ce marché et qui veulent en profiter. Et donc là en fait on a ça influence un peu, ça influence un peu tout le monde. Enfin, c'est-à-dire que ces grandes marques vont devoir modifier leur stratégie, même leur business model pour intégrer en fait ce qui émerge avec l'e-sport. Et ça donne une répartition assez particulière. Par exemple, aujourd'hui, lorsque des études de marché publiées par Newzoo, par Superdata, par d'autres organismes apparaissent, on remarque qu'il y a 40% des revenus qui sont générés juste par les sponsors. Il y a un autre 40% qui va être généré par les droits télé et par ce qui est issu de la publicité. Et donc là, on comprend bien que tout ce qui est généré sur ce marché à l'heure actuelle,
c'est en grande partie dû à l'arrivée d'investisseurs plus grand public qui appliquent sur ce marché totalement embryonnaire des méthodes business, enfin je vais appeler méthodes business pour aller plus vite, qu'ils pratiquaient ailleurs et qu'ils l'adaptent en fait. Ouais, alors justement Sébastien, parce que moi ce que parle Grégoire, moi ça m'intrigue un petit peu entre guillemets, parce que justement là de ce dont tu parles Grégoire, c'est des partenariats d'image entre guillemets. C'est, tu vois, c'est des partenariats de marques qui veulent rajeunir leur image, faire des trucs, tu vois, de Renault, c'est cool l'e-sport, on va faire des trucs avec l'e-sport. Ou qui investit sur l'avenir tout simplement. Voilà, hein, ouais. Est-ce que ce dont je parlais au tout début, c'est que c'est des fonds d'investissement qui investissent dans l'e-sport, c'est pas des marques, elles ont pas besoin d'image, elles ont pas d'image. C'est juste des fonds qui brassent de l'argent pour faire de l'argent. Donc justement, enfin il y a une différence entre la marque qui investit dans l'e-sport pour l'image. En fait, je voudrais le mot là qu'il faut expliquer dans ce que vous dites, c'est investir. Il faut pas confondre en fait. T'as, comme tu dis, des fonds d'investissement qui investissent dans le sens financier du terme, donc au capital, dans les sociétés, avec une logique lucrative qui est derrière. C'est évident, c'est palpable. Là, il y a 10 000 personnes à Bercy. Dans 10 ans, il y en aura combien au Stade de France? Donc il y a une logique de plus-value. Là, on est dans l'investissement de société classique. Ensuite, quand vous parlez des marques, c'est ça qui est intéressant. Les marques, là, on est dans l'argent qui circule, du revenu, du chiffre d'affaires, en fait, essentiellement. Pourquoi? Parce que du coup, une marque, son objectif, comme toute société, c'est vendre son produit ou son service. Mais on va parler de produit, je vais rester sur l'exemple de Renault, vous avez pris ça. Son objectif, Renault, c'est vendre des voitures. Et demain, le jeune bachelier de 18 ans qui vient fraîchement d'avoir son permis va acheter une voiture. Et la question que se pose la marque, c'est comment je fais pour que ce jeune bachelier en fait achète une Renault et pas une Peugeot ou une Audi ou je ne sais quelle autre marque de voiture. Et en ce sens, il faut arriver à toucher cette jeune génération. Or, cette jeune génération, vous le savez, ne regarde pas la télé. Cette jeune génération écoute très peu la radio. Cette jeune génération, elle n'est même plus. Je faisais une étude sur des jeunes dans une de mes missions sur l'école. Je leur demande de citer les réseaux sociaux sur lesquels ils sont. J'ai 100% d'absence sur Facebook. Donc là où des grands groupes marketing du coup vont faire de la publicité télévisuelle, vont faire du display classique dans la rue, hein, les affichages publicitaires sur les abribus, etc. Et que se disent, je fais un petit peu de digital en fait en faisant des campagnes Facebook. Et en fait, ils n'arrivent pas à toucher cette génération. Et c'est là où l'e-sport est un vecteur pour aller toucher intelligemment cette génération qu'on ne peut pas adresser classiquement via les méthodes classiques des gros groupes et en plus qui est soumise à adblock parce que à part sur mobile où on n'a pas d'adblocker, sur internet, ne nous mentons pas, tout le monde bloque les pubs. Donc du coup, la vraie question pour ces marques, c'est je dois toucher cette génération et la vraie question du secteur, c'est j'explique à ces marques comment toucher intelligemment en générant de la valeur sur ce secteur. Et d'ailleurs, effectivement, la façon dont on touche de manière digitale, enfin numérique, ce n'est pas du tout la même façon que quand on le touchait via des spots de publicité à la télévision ou à la radio, puisqu'on est sur un public qui justement est réfractaire à ce genre de message. Donc en plus de ça, l'e-sport a la possibilité de toucher d'une autre manière le public en leur adressant un message un peu plus intelligent avec un affect qui est différent de celle de la télévision parce qu'il est en direct, parce que on est sur une génération qui est plutôt à l'encontre de la génération précédente qui disent moi les messages publicités de toute façon je m'en fous, je les passe, limite le message qu'ils me donnent il est à l'encontre de ce qu'on me demande de faire. Donc, c'est une génération qui est très contestataire justement comme tu dis par rapport à l'autorité et c'est pas la même génération mais je pense que l'actualité de ces jours-ci parisienne nous montre que le pays est assez axé en ce sens. Donc oui, effectivement, tu peux pas arriver sur ce secteur et dire achète ma voiture, tu vas voir, tu vas être trop bien assis dedans. Ça marche pas en fait. Par contre, il faut arriver à générer une valeur pour le public qui disent mais en fait grâce à cette marque, donc Renault pour pas les citer, j'ai ça et si je n'avais pas ça, en fait du coup l'audience se dit s'il n'y avait pas la marque, du coup ce qui m'est donné n'existerait pas et là il y a une notion d'happiness qui apparaît. Excuse-moi. Au final ils ne montrent pas trop leur image parce qu'ils pensent que ça pourrait aussi leur être potentiellement défavorable, par exemple en poussant trop loin la pub, ça pourrait leur être défavorable au travers du public en fait qui. Tu peux le faire, mais il faut le faire intelligemment. C'est sûr que si tu arrives en disant bonjour, achète-moi, forcément l'audience va dire bonjour, on ne t'achètera pas et on va faire en sorte que personne t'achète. C'est sûr que par exemple, pour reprendre l'exemple de Renault, par exemple, si tu mets des spots de Renault à chaque compétition de Rocket League, ça va être complètement contre-productif. Par contre, si tu le fais intelligemment, je sais pas moi. Faire un skin. Tu dis exactement, tu dis la
X et tu fais un deal de voiture où c'est une Twingo ou un truc comme ça, là c'est intelligent, tu vois. Et là t'es dans l'e-sport, tu fais une compète avec ça, tu vois, la Renault Cup ou je sais pas quoi, et là c'est intelligent, les gens ils associent l'image de Renault à un truc sympa. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que je pense que les entreprises aussi n'ont pas forcément peur, mais elles connaissent pas ce marché. Nouveau. C'est tout nouveau et c'est une génération. En plus, les personnes de ces entreprises qui vont qui vont se voir attribuer, on va dire, des missions dans ce marché, vont pas le connaître et vont pas le comprendre parfois. Et ça se sent aussi. Exemple tout récent, hier, en pleine finale de l'Open Tour, partenariat Céréales Lyon League of Legends qui fait une musique spécialement créée pour la finale de l'Open Tour. Un flop monstrueux, la musique est catastrophique et enfin, je veux dire, c'est plus une incompréhension entre les attentes de ces joueurs, de ces utilisateurs de l'e-sport et de ces cibles potentielles sur le marché de l'e-sport. Entre les entreprises classiques et ces cibles-là, qui fait que pour l'instant elles sont un peu peut-être frileuses encore par rapport à ce que tu disais. C'est comme si un musicien faisait un tube exprès pour la Coupe du Monde et qu'en final c'est un flop parce que c'est juste fait pour ça. C'est comme si VG Dream flopait quoi. C'est bizarre. Ouais. Ça me rappelle Johnny Hallyday en 2002. Oui, je voulais pas le parler de lui, mais bon, ok, si tu veux. Je voulais juste te poser une question justement par rapport aux fonds d'investissement. Du coup, pourquoi les fonds d'investissement qui ne sont pas des marques investissent autant dans l'e-sport? Est-ce qu'ils s'attendent justement à ce que derrière il y a un retour sur investissement, et de quelle manière du coup? Les fonds d'investissement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même beaucoup de les nivellements de la société font que maintenant plus t'es riche, plus t'as d'argent, et on a la pyramide qui s'écarte. Donc au niveau des fonds d'investissement, t'as de l'argent, mais vraiment ils peuvent tous se racheter entre eux, ils sont très très gros. Et la logique, c'est du coup je sécurise les business de demain, je m'assure du coup de posséder ce qui générera de la valeur. Je suis même pas là du coup sur du chiffre ou de la profitabilité, mais ce qui générera de la valeur demain. Et l'e-sport génère de la valeur déjà maintenant et va en grandissant. C'est un facteur d'attrait. Demain, tu mets une énorme compétition globale où tu as tous les jeux qui sont présents avec X millions, tu as tous les joueurs, toutes les équipes, tu fous ça au Qatar par exemple. C'est évident qu'il y a du monde qui va y aller pour aller voir. Et donc du coup, tu vas parler à ces jeunes. C'est l'effet César Palace un peu, si tu veux. Ouais, donc là ils voient vraiment sur le long terme alors tous ces fonds d'investissement. Mais de la même manière qu'ils achètent sur d'autres choses, hein, la food ou d'autres choses quoi. Comme on voit Feed oui, ça fait un gros ça, flop d'ailleurs. Non, ils viennent de revenir à 4 millions, comme on avait parlé dans le cloud gaming dans Hyperlink il y a un mois, que les entreprises qui font du cloud gaming lèvent des fonds comme ça. Le cloud gaming. Le cloud. Non mais tu vois, c'est la même chose comme dit Sébastien, c'est ils sécurisent les trucs d'avenir. Et pour eux, en fait, parce que moi je vois, j'ai les chiffres un peu devant moi de mon enquête à coup de loupe. Cool. C'est pas des gros investissements pour nous, ça nous semble quand même un truc. Mais quand on voit que là, le plus gros investissement des derniers 6 mois, c'est 30 millions de dollars. 30 millions de dollars pour un fonds d'investissement, c'est peanuts quoi, tu vois, c'est des fonds d'investissement qui ont des milliards. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on compte en milliards pour la plupart des fonds d'investissement. Donc 30 millions de dollars pour eux, bon, ça commence à faire, mais c'est pas non plus un truc où ils vont mourir, tu sais, s'ils gagnent pas leur argent dans 2, 3, 4 ou 5 ans, tu vois. Enfin, tu le vois hein, sur le secteur, il y a Epic là, qui a fait un tour de table, ils ont fini 1,4 milliard ou 1,8 milliard, j'ai plus l'ordre de grandeur en tête de ce qui a été finalisé, mais ça te donne une idée. Ça paraît extrêmement gros, mais pour un fonds d'investissement, des KKR ou des groupes comme ça derrière, mais je vais pas dire que c'est rien, parce que c'est indécent de dire que c'est rien, mais c'est beaucoup d'argent, oui, mais par rapport à leur enveloppe d'investissement, c'est pas. On va dire que pour eux, c'est une prise de risque limitée. Voilà, on va parler. Et au moins ils essayent dessus. Je pense que t'as une belle métaphore par rapport au secteur qui est le pari. Le pari e-sportif, du coup, qui pour le moment n'est pas autorisé, n'est pas légal, etc. Non. Maintenant, il y a une réalité qui fait qu'un jour, ça finira par arriver. Alors, qui le fera, comment, etc. Et donc, du coup, tu as cette notion de les trains qui passent. Et il faut monter dedans. Du coup, la question, c'est tous les gens qui investissent. Il y a plein de petites sociétés sur le secteur qui se montent pour faire du pari, de la data, etc. Et en fait, tu décides d'investir parce que du coup, demain, quand le marché va y aller, soit tu as un ticket. Et tu as peut-être le ticket gagnant, le ticket perdant, mais au moins tu as un ticket en fait. Tu as fait le choix d'avoir un ticket. Si tu n'as pas de ticket, tu démarres pas en fait. Bien sûr. Si tu n'as pas de ticket, tu peux pas gagner. C'est comme le loto.
photo. Et pour C'est faire ça. une petite transition avec la deuxième partie, parce qu'on commence à beaucoup empiéter dessus quand même. C'est très bien. J'avais une petite fun fact, et d'ailleurs Sébastien, tu as répondu en fait un petit peu à la fun fact. Donc c'est vrai qu'en 2014, le 25 août, Twitch a été racheté par Amazon, donc tu arrondis à 1 milliard. Oui. Est-ce que vous savez à peu près la somme exacte? 980 millions. Non, 970. Ouais, c'est un peu en dessous. Mais surtout, en J'étais pas fait, loin. de base, ça devait être racheté par une autre société. Google, normalement. Non. Facebook. Enfin, il y a Google qui avait énormément lorgné parce qu'il voulait faire Twitch, le direct. et YouTube. Google voulait, mais Et il y avait un contrat qui était prêt avec une autre entreprise. Ah, je l'ai pas en C'est tête. pas Vous Facebook. l'avez pas? Pourtant, non. c'est Twitch, c'est une plateforme Microsoft de. Non, c'était YouTube. Ah, c'était YouTube. Ouais, donc Google. c'était YouTube. Ouais, mais via c'est c'était Google, c'était Google. le contrat avec YouTube. Ouais, C'est ouais. Google. Google, oui, mais Ah, c'est Google, plus précisément YouTube. c'est Google. YouTube appartient à Google. Je sais, mais c'est plus précisément joue sur les mots, YouTube là. que Google. Ça va, on t'embrouille. Tu vois. Effectivement, c'est effectivement YouTube. Et on imagine effectivement si YouTube avait racheté Twitch, mais ça aurait été complètement le Bah, gros mastodonte qui aurait été. Bah, c'est pour ça qu'ils ont avec voulu tout faire l'audience, YouTube Live après, et puis bon, bah, on sait ce que ça a donné. Quoi. Ouais, ce que ça a donné, Voilà. effectivement. Mais on imagine, en tout cas, le marché aurait été complètement différent si YouTube avait eu Twitch en plus. Ouais. L'audience aurait été Effectivement. totalement Du coup, différente. c'est une transition parfaite pour parler des marques. on en a déjà un petit peu beaucoup parlé du coup, mais c'est vrai que faut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que les marques s'intéressent autant à l'e-sport et quel public ils visent plus précisément? Il avait déjà plus ou moins répondu, mais du coup, moi une question qui me turlupine par rapport à justement au retour sur investissement, notamment des marques, non seulement Image. Est-ce que le public est un public d'acheteurs, justement? Est-ce qu'on peut considérer que le pouvoir d'achat de ce public-là vaut suffisamment la peine pour pouvoir y investir? Oui. Alors moi je vais te répondre très simplement, le public actuel, non, c'est pas un public d'acheteurs, c'est des jeunes, ils ont... Alors je te vois, je te connais de la tête. Vas-y. Voilà. Pour moi je suis une entreprise, non, c'est pas les publics qui va acheter par exemple une voiture, on prend toujours l'exemple de Renault, ils vont pas dépenser 20 000 € dans une voiture. Sauf que tu ancres la marque dans l'esprit des gens dès leur plus jeune âge en fait. Juste pour un exemple, on a tous 25-30 ans ici autour de la table. 21 s'il te plaît. Oui, bon toi, t'es le petit Ouais, jeune, ouais. voilà. Tu nous rappelles à chaque fois. Ne grillons pas Voilà. les étapes. On a presque deux générations ici. Non mais juste pour vous rappeler, on se rappelle tous des pubs qu'on envoyait à notre enfance pendant le Club Dorothée et ces genres de choses là. On nous les repasse là, juste la musique et on sait c'est quoi la pub. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils investissent dedans en se disant c'est aussi ça, c'est un pari sur l'avenir. Quand ils seront plus vieux, ils se souviendront ah oui Renault, c'est vrai, tiens, hop et voilà Renault. Tu vois? Moi je pense ça, tu vois. Ouais, il n'y a pas que ça, parce que quand on prend des grandes enseignes, par exemple Coca-Cola qui est partenaire de LoL et de FIFA, je pense, ils sont tellement, c'est un peu c'est une phrase que j'avais entendue dans un autre milieu mais qui me fait sourire, moi, voilà, mais c'est le too big to fail. C'est une sorte de too big to fail adapté, c'est-à-dire qu'ils sont too big pour ne pas, ils sont trop importants pour ne pas être dans ce marché. Oui, mais tout le monde en parle, etc. Eux, c'est leur budget pub sport annuel, ils s'en foutent, tu vois. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que pour une marque comme Coca, par exemple, ce qui les intéresse, c'est pas les 40 000 spectateurs qui vont être à Pékin ou à Séoul lors de la finale des Worlds, mais les 45 millions, enfin, bon, alors ça dépend. En 2014, c'est 34 millions de téléspectateurs accumulés qui vont être sur Internet et qui vont voir les canettes de Coca, qui vont voir cette marque un peu diffusée partout. Et donc, ça fait par effet, en fait, chacun des 34 millions, bah, si ça se trouve, t'auras le spectateur qu'on a compté, mais il y aura ses deux petits frères à côté qui vont eux-mêmes en parler et qui vont avoir le réflexe après dans la cour de récré ou en dehors dans la rue de dire, avoir une identification un peu naturelle vers cette marque. Donc naturellement, on va aller voir du Coca plutôt que d'aller voir. En fait, c'est ça, c'est les retombées qui sont intéressantes derrière. Ce que je disais, en fait, c'est la suite de leur matraquage, entre guillemets, gros guillemets, matraquage commercial permanent de boîtes comme ça. Coca, il y a des pubs partout, à la télé, dans le métro, sur l'e-sport, bah, c'est la suite logique de. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois tout le temps du Coca partout, bah là c'est pareil, tu regardes un truc d'e-sport, tu vois Coca, c'est pareil, c'est la suite. Kerry, tu voulais dire quelque chose là? Oui, alors, déjà je suis d'accord avec ce que tu dis sur la génération de valeur, dans le sens long terme, l'image de la marque pour que le jeune adolescent de 15 ans maintenant qui dans 10 ans achètera une voiture, du coup se rappelle que
Renault a fait beaucoup de choses pour lui quand il est traîné 16 heures sur LoL, Fortnite et compagnie. Ensuite, sur le pouvoir d'achat, j'aurais juste nuancé une chose, c'est que le panier moyen d'un joueur sur LoL, sur Fortnite, c'est 100 €. Le panier moyen. Fortnite, l'audience elle est très jeune. Donc même si du coup tu as un pouvoir d'achat qui semble limité de par le jeune âge, c'est pas totalement vrai. Ça c'est la deuxième chose. Ensuite, il y a une statistique qui est également sortie, donc qui vient plus du coup de nos confrères blogueurs, blogueuses, plus mode, etc. C'est que 75% du coup des actes d'achat qui ont été faits parce qu'il y a un influenceur qui dit acheter ça parce que c'est cool dans la logique qu'on ferait par le milieu, hein. Les codes de la mode sont différents de le code e-sport, etc. Mais quand ça vient d'un influenceur de la bonne manière, 75% des actes d'achat du coup sont satisfaisants, les gens sont satisfaits en fait. Donc il y a une vraie réalité de arriver à toucher qualitativement cette audience. Ouais, mais là après quand tu parles d'actes d'achat, c'est d'actes d'achat par exemple pour Fortnite, c'est d'actes d'achat dans le jeu. Non, je vais te parler que si par exemple du coup un influenceur va vendre des serras à Lyon, du coup alors Lyon c'est peut-être pas le meilleur des exemples, tu vois ce que je veux dire. Ninja qui est le plus gros streamer de Fortnite au monde, il dit acheter des lions, tu as dû voir du coup Ninja qui a sorti du coup on a vu ça sur la Paris Games Week, un spot pour Samsung de mémoire, particulièrement bien tourné d'ailleurs. Je serais curieux de voir du coup dans les fans de Ninja qui a changé de téléphone pour un Samsung et qui en est satisfait. Du coup au final pour les marques c'est beaucoup plus intéressant de toucher les streamers du coup, parce que tu parlais d'influenceurs, pour toucher plus précisément leur public en fait. Tu as les stars du coup et les gens qui sont suivis. On est dans une ère de streamers en ce moment. On le voit, Ninja, Gotaga, Domingo qui est un fer de lance sur une autre radio à 3 lettres le dimanche soir. On est dans une ère de streamers. Et demain, on va être aussi dans une ère de joueurs. On voit tout le marché, tous les investissements capitalistiques. Michael Jordan qui a mis chez Team Liquid de mémoire ou je ne sais plus quelle équipe américaine. Il y a Drake aussi qui a mis. Enfin, c'est des dizaines et des dizaines de millions. C'est Axiomatic. Voilà. Et donc du coup là où on a des stars, influenceurs, streamers, youtubeurs, etc. mais qu'on connaît, et on va demain également avoir des stars joueurs, tout simplement. Il y en a déjà. Il y en a déjà, mais ça va continuer à développer. Sur le côté c'est encore embryonnaire le marché à l'heure actuelle, parce que si on compare, les dernières estimations pour 2018, en tout cas les dernières que j'avais trouvées qui dataient de juin, c'était un marché qui vaudrait environ 900 millions de dollars pour l'ensemble de 2018. Donc c'est encore en cours. 900 millions ça c'est de revenus. De revenus, ouais. De revenus. Mais le marché global de l'e-sport, l'estimation pour 2018, c'est 3 milliards de dollars. D'accord, voilà. Mais après pour comparer le marché les revenus générés par le jeu vidéo juste en France, c'est 3,6 milliards. Donc voilà, on n'est pas du tout au même niveau encore. Et si d'autres chiffres, parce que sur internet j'avais trouvé d'autres comparaisons, un parallèle qui était fait entre le nombre de spectateurs de la NFL qui était à 135, le nombre de spectateurs de l'e-sport qui était à 180, enfin j'ai plus très bien le cadre, mais qui est à 191 millions. Et en fait, en creusant derrière, on se rend compte qu'un spectateur de la NFL génère $50, là où un spectateur de l'e-sport, si on prend ces chiffres-là, en génère que 4. Donc on voit bien à quel point c'est voilà, on parle pas du tout on n'est pas du tout sur le même niveau encore. Donc on est bien un marché embryonnaire, peut-être un peu plus qu'embryonnaire certes, mais qui a juste un gros potentiel, d'où l'intérêt des marques je pense, qui se disent on va atteindre des niveaux comparables à ce qui se faisait avant, voire encore plus grand. Du coup ça serait la solution pour le futur peut-être ? Je sais pas si c'est la solution pour le futur, en tout cas ça en semble en être une. Effectivement c'est un marché jeune, c'est un marché qui grandit vite, qui se structure globalement. Je pense que c'est dans l'ère moderne d'internet, je pense que c'est un très bon exemple de la manière dont globalement ça se structure, et c'est assez universel. Et là on n'est pas ici au niveau des marques, mais il y a une chose que j'aime beaucoup sur ce secteur-là, c'est aussi des valeurs qui sont véhiculées. C'est-à-dire que ça casse aussi tous les clichés du code du jeu vidéo qui sont le geek enfermé dans sa chambre. Non, l'e-sport, ça fait se rencontrer les jeunes, ça les fait sortir, ça les fait parler anglais. Avant de se rencontrer en vrai, quand vous jouez, messieurs, du coup que vous jouez, je ne sais pas, une partie de Fortnite,
Fortnite ou une partie de Counter-Strike, n'importe quel jeu, vous jouez avec des confrères que vous connaissez pas, vous jouez du coup avec un pseudonyme, et vous apprenez à connaître la personne avec qui vous jouez par sa psyché, par son esprit tel qu'il est. Et derrière, il n'y a pas de notion, il est black, il est blanc, il est beurre, il est gros, il est gay, il est ce que vous voulez. Il y a une notion vraiment très, si c'est une femme, un mec, etc. Il y a une notion très égalitaire derrière. Il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées à travers les sports, et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est aussi également important. Très bien, merci. Très beau message. Très beau message, et un message d'avenir pour le coup qui conclut en tout cas cette première partie, on va dire, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Une prochaine émission, les valeurs de l'e-sport. Valeurs de l'e-sport, peut-être, effectivement. Merci beaucoup. Petite fun fact quand même avant de terminer, qui va donner un petit peu encore des vertiges à certains. Concernant les cash prizes, connaissez-vous le plus gros cash prize déjà qui a été donné forcément c'est le TI. C'est Dota 2, non? C'est Dota 2, le TI combien? International 7. Alors attends, c'est celui de cette année. C'est combien cette année exactement? 37 millions. Non, c'est pas 20, c'est 27 cette année. 27 millions de dollars. Donc du coup, le gagnant a combien? Donc attends, comment c'est réparti? Je crois que les gagnants ils ont touché 14 millions, je crois, c'est ça? Non, 14 millions effectivement. De tête, hein, t'as vu ça, de tête. Ah, mais c'est très bien. Maintenant, par contre, peut-être un chiffre que vous connaissez pas. Est-ce que vous connaissez du coup la croissance du cash prize par rapport à ces dernières années? Par rapport au TI ou juste par rapport au TI, par rapport à l'e-sport, en fait, la croissance qu'il y a pu y avoir sur le cash prize en pourcentage? Je sais pas, ça dépend tellement du jeu, je sais pas. Mais je l'ai pas en tête, mais je suis curieux de la statistique. Ouais, je veux bien savoir. Et ben, on a une croissance, alors selon ESPN quand même, qui est très sérieux. Apparemment, le cash prize de l'e-sport aurait augmenté de plus de 580%. Donc en moyenne, toute scène confondue. Ouais, d'accord, ouais, c'est énorme quand même. De toute façon, énorme. De toute façon, après, quand quelqu'un met un cash prize énorme, t'es obligé d'un petit peu de suivre derrière, donc c'est toute la scène confondue du coup. Toute scène confondue, tout à fait. C'est pour vous donner en fait à quel point l'e-sport a augmenté en quelques années et qui fait que du coup on se retrouve avec des récompenses qui dépassent ce qui a pu dépasser en quelques années. On en a voilà, ça y a Fortnite qui arrive, on en avait parlé dans la toute première émission, rappelle-toi Tito, on avait dit il y a Epic qui mettent 100 millions de dollars de cash prize là, sur l'ensemble de leur tournoi. Et déjà là il y a le premier tournoi qui va arriver à 1 million de dollars de cash prize pour le gagnant quoi. Donc ça reste le Winter Royale. Ça reste le Winter Royale. Effectivement, tout à fait. Donc ça va être énorme aussi. On voit les cash prizes NBA 2K aussi pour cette année, ils sont voilà. En espérant que ça soit mieux redistribué parce que pour l'instant on n'en a pas parlé, mais le système de cash prize actuel c'est le système des tournois de poker. Il avantage beaucoup les vainqueurs de tournois, mais il permet pas à beaucoup de pros d'en profiter. C'est exactement la même répartition que le système des tournois de poker. Tu verras, c'est exactement la même chose. Très bien. Peut-être qu'on en reparlera justement des systèmes de cash prize dans une autre émission. Sur ce, je vous rappelle simplement que vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook Before eSport B4 eSport. Vous pouvez nous envoyer un tout petit message si vous voulez dire qu'on a dit des super choses, que c'était une bonne émission ou qu'on a dit que de la merde. C'est possible aussi. Dites-le nous. On essaiera de s'améliorer si c'est le cas. Je vous dis au revoir, à bientôt, et puis surtout au revoir à mes acolytes Flo, Grégoire, merci pour participation, et puis bien entendu merci Sébastien de nous avoir rejoint et de nous avoir éclairé sur tout ce sujet-là. Donc, nous ne sommes pas spécialement spécialistes de notre côté, mais en tout cas merci de l'invitation, ça fait un plaisir. Je pense qu'on te réinvitera parce que pour un prochain numéro. Pour un prochain numéro. Je pense qu'on a un numéro dans les tubes où tu seras déjà l'invité tout prévu, tout bien comme il faut. Bien sûr, effectivement. Vous pouvez nous retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Tout de suite après, c'est Hyperlink. C'est Hyperlink juste après, ouais. De quoi on parlait? Metal Gear Solid. Alors on va parler de la même et mémétique. Voilà. Introduit à partir de l'œuvre de Hideo Kojima. Effectivement. Écoutez, restez, ça va être super intéressant. Je vous dis à bientôt, à la dimanche prochain. Ciao.